Bonjour mesdames et messieurs. Alors, on est très heureux de vous accueillir au Goéland Masqué et surtout on est très heureux d'accueillir à ma gauche Jérôme Leroy, l'auteur de ce formidable livre qui s'appelle Le dernier jour des fauves, que vous avez peut-être lu les uns ou les autres, et que vous allez lire dès la rencontre terminée, j'en suis sûre. Jérôme a été également lauréat du prix Imaginaire l'année dernière pour le livre Vivonne au Festival Étant Voyageur. Et à ma droite, Lionel Destremaux pour Gueuleton, qui, comme vous le voyez, a obtenu le prix du premier roman Goéland Masqué 2023. Donc voilà, c'est un aéropage d'auteurs primés et talentueux. Alors, on va commencer par parler du thème. Le thème, c'est inventer des mondes pour mieux comprendre le nôtre. Et là, on a deux spécimens d'inventeurs de mondes très différents, mais finalement pas si différents que ça. On va commencer toujours par à ma gauche, Jérôme Leroy, et c'est Dernier jour des fauves qui se déroule pendant une campagne présidentielle très agitée, en pleine pandémie. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Par exemple, l'année dernière, rien du tout. On a une soirée totalement fortuite. La présidente est une femme d'un âge certain, on va dire, mariée avec un homme qui a 25 ans de moins qu'elle. C'est bien ça? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Pas du tout. Voilà. Et donc, les derniers jours des fauves racontent cette campagne et les péripéties de cette campagne et tout ce qui se passe dans ce pays qui vous rappelle sûrement quelque chose pendant ce temps-là. Il se passe donc des choses extrêmement délétères, extrêmement violentes, et on voit arriver des forces qu'on croyait un petit peu oubliées, on va dire, des forces populistes d'extrême droite, on va être clair, qui surviennent, donc qui viennent prendre le pouvoir dans ce pays, pas prendre le pouvoir tout à fait, mais en tout cas prendre un certain pouvoir sur un certain nombre de gens. Et cette histoire qui est évidemment totalement imaginaire, va vous donner des cauchemars. Je suis désolée. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu, Jérôme? Ce que j'ai voulu faire, c'est, parce que là c'est le sujet, c'est donc inventer un autre monde pour parler d'une autre, c'est recomposer à ma manière, à part le début qui effectivement est un clin d'œil évident. Après, les personnages qui apparaissent sont purement imaginaires, même si c'est pas des clés. Ça ne renvoie pas à des personnes existantes réellement, mais c'est plutôt des types ou des archétypes de politiques, de grands fauves. Et effectivement, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est déjà le cas depuis plusieurs romans, c'est à travers le roman noir qui me semble une forme assez idéale pour faire ce genre de choses, explorer à quel point nos démocraties sont menacées. Et pourquoi j'ai choisi une élection présidentielle? Parce qu'on est quand même dans un système très particulier qui finalement fait qu'il n'y a plus qu'une seule élection qui compte, parce qu'il y a une forme d'immaturité démocratique en fait. C'est une espèce de concours de beauté qui ressemble aussi à un jeu de télé-réalité où à la fin il n'y en aura plus qu'un seul, ou une seule. Ma présidente ne se représente pas parce qu'elle a peur, elle se dit qu'elle elle est follement amoureuse de son jeune mari et elle se dit finalement je vais pas avec après la catastrophe que représente mon mandat, je ne me représente pas, au moins comme il me jettera un jour ou l'autre, je vais profiter des dernières années. Mais en fait elle se trompe parce que ce roman aussi est une histoire d'amour. Il y a plusieurs histoires d'amour parce que Catherine l'a présenté comme étant un cauchemar, mais il y a quand même des moments assez lumineux dans l'horreur. Et donc deux ministres entrent en concurrence parce qu'elle a eu cette idée qui traîne dans l'air
qui est de finalement faire espèce de faire un gouvernement d'union sacrée, enfin en tout cas qui prenne le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui, je le dis en 2 lignes au début du roman, elle a grillé la politesse à un jeune secrétaire général adjoint de l'Élysée, qui lui, comme il a vu qu'il n'avait plus d'avenir là, sur cette idée-là, est reparti travailler dans la banque. Et donc, c'est pourquoi elle est présidente, en fait. Et donc ça, c'est juste le début du roman, parce qu'après, entrent en compétition deux de ses ministres, 2 de ses poids lourds, le ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Patrick Bosséan, et le ministre de l'écologie qui s'appelle Guillaume Manerville. Elle a une préférence très nette pour Guillaume Manerville. Mais Bosséan lui vient d'une droite assez dure. Il a été loyal jusque-là, et là il se dit j'ai 70 ans, c'est le moment ou jamais. Et à partir de ce moment-là, il a à peu près tout l'appareil d'État et l'appareil sécuritaire à sa pogne. Et donc ça devient féroce, d'autant plus que mon ministre de l'Intérieur a un point faible, ce qu'il ne faut jamais avoir en politique. Ce point faible, c'est sa fille, Clio, qui est à mon avis le seul personnage qui mériterait d'être sauvé, et qui est d'ailleurs sauvé. Sa fille qui a 20 ans, qui milite dans un groupe qui s'appelle les Bonobos effondrés, un groupe écologiste radical. Et ce groupe écologiste radical peut en rappeler peut-être d'autres, Extinction Rebellion, etc. Mais alors c'est comme c'est une recomposition, c'est à la fois ce qu'on a vécu, par exemple sur la pandémie, mais c'est pas tout à fait la même chose non plus, puisque elle a la présidente qui est obsédée par l'idée pour la bonne cause d'épargner les vies. A procédé à un confinement infiniment plus dur que celui qu'on a connu, plutôt quelque chose qui ressemble à ce qui s'est pu se passer en Chine, ou même dans des démocraties comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'était... Au début, quand j'avais écrit ce roman, enfin quand j'avais l'idée de ce roman depuis déjà pas mal de temps, le Covid n'était pas là. Je ne le nomme pas dans le roman d'ailleurs. Et le problème, c'est que quand vous voulez recomposer comme ça la réalité, quand d'un seul coup un truc comme ça arrive, vous ne pouvez pas faire comme si ça n'était pas là. Et je me suis dit, ça va être un sacré handicap supplémentaire. Et en fait, non. Ça s'est révélé un avantage. Comme elle fait un confinement très difficile, le pays est une espèce de désert. Et en fait, c'est là que finalement les choses peuvent se faire presque plus facilement quand il s'agit de faire des manipulations et autres. Parce qu'on s'écarte assez vite des cercles du pouvoir et le roman devient une forme de cavale. À travers la France. Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est quand même un roman noir et puis voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais j'ai eu un vrai plaisir dans cette recomposition de la France, en fait, avec des personnages alternatifs en quelque sorte, mais qui je crois sont réalistes, correspondent à des modèles qu'on pourrait trouver. Et puis il y avait aussi cette idée de montrer une atmosphère crépusculaire. Et quand, alors je vous donne pas quand même qui gagne à la fin, mais à la fin en même temps, un des personnages, Manerville, dit dans le roman que le ministre de l'écologie dit que le fait de vivre une catastrophe n'en a jamais empêché une autre de survenir. Et que c'est ça, à peu près, l'effondrement. C'est pas une catastrophe, c'est une, deux, etc. Et j'écris le roman entre janvier et juin 2021, pour être précis, la phase même d'écriture. Et à la fin, donc, je fais ce succès. Au moment où le roman se termine, où la pandémie commence à décroître, se déclenchent des incendies sans précédent, une sécheresse sans précédent. Je fais ça en 2021 et donc à l'été 2022, quand je présentais encore le roman, certains ont remarqué des similitudes, y compris dans les monts d'arrêt où ça a pu. Donc j'ai évité de raconter qu'il y aurait une guerre, mais elle a quand même eu lieu une fois. Mais c'est à force d'écrire des horreurs, elles arrivent. Et c'était le plaisir d'écriture fait aussi qu'à mon avis, peut-être que dans le roman, il y a quand même un certain humour ou une certaine ironie, voilà, qui vient de mettre à écrire que Jean-Patrick Manchette, peut-être certains d'entre vous ont lu, et qui est vraiment pour moi une forme de modèle. Voilà. Il y a aussi beaucoup de tendresse, à côté de la férocité, et puis il y a beaucoup de poésie. Vous le savez sans doute, Jérôme Leroy est aussi un poète émérite, un poète remarquable.
d'excellents conseils et d'excellents goûts. Bon, j'ai fini, là, il ne m'a pas payé, je vous assure. Je voudrais signaler tout de même une petite chose, c'est que certains d'entre vous ont peut-être lu Le Bloc, qui était sorti en 2011, c'est bien ça, et qui avait pour personnage principal une certaine Agnès Dorgel, fille de son père, blonde. Voilà, ça vous dit quelque chose, j'imagine. Eh bien, on la retrouve dans Le Dernier Jour des Pauvres, comme on l'a retrouvée dans un certain nombre de livres d'intermédiaires. Donc, c'est probablement un sujet qui vous tient à cœur. Ce que j'ai voulu faire, c'était en fait, c'est un peu involontaire, parce que quand j'ai écrit le bloc, qui donc racontait la possibilité d'une arrivée de l'extrême droite au pouvoir, mais pas directement à travers un gouvernement de coalition, sur fond d'émeute, je me suis aperçu en fait que j'ai utilisé les méthodes d'un petit jeune qui s'appelle Balzac, et qui consiste à faire ce qu'on appelle le retour du personnage. C'est-à-dire, moi je ne crois pas vraiment au personnage récurrent, au sens où il arrive toujours au même personnage des tas de choses. En revanche, j'aime bien l'idée d'utiliser des personnages principaux de certains de mes romans comme personnages secondaires dans d'autres. Comme ça, si certains d'entre vous me font l'amitié d'en lire un ou plusieurs, sur 4 romans, on s'apercevra que ça forme une mini comédie humaine, c'est-à-dire que ce n'est pas des romans qui se suivent, c'est plutôt des romans qui s'imbriquent les uns dans les autres. C'est plutôt la figure plutôt d'un cube qu'on composerait de différents morceaux qu'à proprement parler une suite, parce qu'il y a des romans qui se passent avant, celui-là, d'autres après, etc. Et ça, c'était le vrai plaisir, au point que, parce que je pense vraiment que c'est Balzac, l'ancêtre du roman noir en fait, au point que là, dans ce roman-là, de toute façon, tous les personnages, le nom des personnages vient de la comédie humaine. Vous savez, Simon, quand il cherchait des noms pour ses personnages, il est cherché dans l'annuaire. Or, nous n'avons plus d'annuaire. C'est un handicap profond. J'ai décidé de me servir de Balzac comme d'un annuaire, en fait. Tiens, qu'est-ce qu'il y a comme nom? Et c'est des jolis noms, et un annuaire de luxe. Voilà. Est-ce que ça marche? Ça marche. Lionel Destremaux, Gueule d'ombre est votre premier roman. Ça n'est pas pour autant le premier livre que vous avez écrit. Pour un premier roman, vous n'avez pas choisi la facilité, puisque ce roman se déroule en un lieu imprécis, en des temps imprécis, avec des indices qui sont immédiatement contrecarrés par d'autres indices contradictoires, avec des personnages avec des noms dotés de noms tout à fait difficiles à localiser. Votre héros enquêteur s'appelle Cyriem Plante. Donc vous avez fait exactement, je dirais pas exactement le contraire, mais quelque chose de très différent, tout en inventant un monde, vous aussi, pour mieux comprendre le nôtre. Alors, Jérôme fait de la politique fiction. On pourrait peut-être dire que Golding, c'est de la guerre fiction. si on pouvait donner un genre, parce que le roman de guerre est un roman de genre aussi, c'est un genre parmi d'autres. Et pour moi, ça fait aussi souvent partie du roman noir. L'idée, c'était pas tant l'invention d'un monde que la façon de noyer ce monde sous 2 formules. Une formule reconnaissable, c'est-à-dire que tout un chacun dans un lecteur occidental, disons, est à même de se reconnaître dans le livre. Donc, quelque part, ça lui parle, ça lui est proche, et en même temps, ça lui est complètement étranger. Donc, il va être à la fois dedans et en dehors. Et au bout d'un moment, si il est accroché assez pour continuer la lecture, en tout cas, il finira par ne plus se poser cette question-là, parce que ce ne sera pas tant ça la problématique que ce que le roman met en scène et en orchestre, on va dire. Et qu'au final, c'est pas tant savoir où se situe cette guerre, quand se passent ces événements, que cette guerre ou ces événements pourraient se passer. Ils ont pu se passer, ils pourraient se reproduire, ils peuvent se passer aujourd'hui. Au bout d'un moment, la question n'est pas de savoir les situer dans le temps, mais plutôt de se dire ils sont universels.
c'est à la fois très simple et effroyable. Très simple parce que, étant universel, on peut s'y retrouver. Effroyable parce que ça sous-entend qu'ils peuvent se reproduire demain. Donc l'idée c'était un peu ça. C'était de trouver une sorte de juste milieu, si on peut dire. Et puis, il y avait une autre problématique qui vient plutôt de la composition, là pour le coup, dans l'écriture même du roman. Alors je précise un élément un peu compliqué quand je parle de ce texte en public, c'est qu'il m'a fallu, pour envisager d'en parler en public, recomposer la narration de l'histoire du manuscrit. Ce livre a été écrit en 2002, donc il est resté dans un tiroir pendant 17 ans, 18 ans. Quand mon éditeur m'a fait le plaisir de me proposer de le publier, il m'a annoncé qu'il ne pourrait pas le faire avant 2 ans, donc il est sorti 2 ans encore après. Donc en fin de compte, en 2022, quand il sort, ça fait 20 ans qu'il a surgi, on va dire, et qu'il a trouvé sa forme. Mais évidemment, enfin je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, comment je l'ai écrit il y a 20 ans, j'ai quelques trous, j'ai des nébuleuses quand même. Donc il a fallu que je retrouve des manuscrits, que je retrouve des fichiers Word de l'époque, pour ceux que j'ai réussi à réouvrir, ce n'était pas toujours le cas, pour essayer de me rappeler comment j'avais composé le livre. En me disant, je vais avoir des questions, il va falloir que j'y réponde. Donc il va bien falloir que j'essaie de retrouver la genèse de tout ça. Donc pour revenir à ça, au tout début du livre, c'était une nouvelle. La nouvelle s'est très vite développée parce que d'autres voix se sont fait entendre et il fallait qu'elles trouvent leur place. Et donc il fallait trouver on va dire une forme plus ample. Et le roman était cette forme. Et cette nouvelle était située dans le temps. J'avais une énorme problématique, c'est que j'avais des images de conflits très différents. Évidemment, il y avait 14-18, mais il y avait la guerre de Corée, il y avait l'ex-Yougoslavie, il y avait des tas de choses qui se mélangeaient dans mes références, et dans mes lectures et dans ce qui m'avait marqué, on va dire. Et au tout début, tout vient sans doute de la percussion de 2 choses très différentes. La première, c'était cette nouvelle qui racontait une histoire toute bête d'un jeune homme mal dans sa peau qui étant mal dans sa peau et dépressif et suicidaire, mais est un lâche et donc n'a pas le courage de mettre fin à ses jours et trouve un subterfuge extraordinaire puisqu'une guerre éclate. Et là, il se dit, mais c'est formidable pour quelqu'un qui veut suicider, une guerre. Donc évidemment, c'était une nouvelle sur l'absurde, puisqu'évidemment, la guerre se déclenchant, il vit la guerre et c'est comme ça qu'il commence à aimer la vie. Et des choses qui trottaient dans mon esprit depuis très longtemps sur plusieurs choses. Alors d'une part, moi j'ai été très marqué dans les années 90 sur le conflit en ex-Yougoslavie, parce que c'était un conflit en Europe, en tout cas aux portes de l'Europe, et qui aurait pu beaucoup plus mal tourner qu'il n'a tourné, même si ça a été assez incroyable. Et au même moment, on avait le massacre de Rwanda, un coup de machette. Donc on avait à la fois la sauvagerie la plus antique à l'arme blanche, d'un côté, qui a fait des centaines de milliers de morts, et de l'autre côté, on avait un conflit qui aurait pu devenir, au-delà d'un conflit tactique, un conflit qui enflamme le reste de l'Europe, comme on l'a déjà connu dans les années antérieures. Tout ça s'est concrétisé, on va dire, et a généré cette idée de recréer une guerre qui a eu lieu, parce que l'idée du livre, c'est pas de parler de la guerre qui se produit, mais plutôt de s'en servir après coup, parce que c'est quand même une enquête qui se déroule après la guerre, et de travailler sur la question des traumas. Donc la question pas tant de simple positionnement des victimes, les soldats en premier lieu, mais de tout ce que ça sous-entend dans la société en général. Donc les soldats, certes, c'est les premières victimes, et j'en ai déduit que pour pouvoir les faire parler, j'allais faire parler les morts, après tout, pourquoi pas. Mais les secondes victimes, c'est évidemment toutes ceux, et particulièrement celles qui les attendaient,
donc les mères, les sœurs, les épouses, les amies, toutes celles qui étaient à l'arrière et qui attendaient le retour des hommes, qui ne revenaient pas ou qui revenaient à moitié, pour ceux qui revenaient dans des états déplorables. Et puis tout le reste de la société, c'est-à-dire ceux qui gardaient le silence, ceux qui acceptaient tacitement les choses, ceux qui collaborent à la situation, ceux qui s'engraissent sur les situations. Bref, là-dedans, il y a des choses qui vont marquer tout individu, que ce soit notamment sur des questions de culpabilité, ou des questions de rédemption, des questions de choix. Et tout ça, il fallait pouvoir le traiter avec un fil rouge. Donc la seule façon que j'ai trouvé de le traiter avec un fil rouge, c'est de développer une enquête, en fait. Après, pourquoi, à partir du moment où j'avais fait le choix de ne pas dater les choses, de le mettre dans une géographie fictive et créer une guerre universelle, je suis allé jusqu'au bout du sujet en me disant, quitte à être dans la fiction, autant que les personnages soient eux-mêmes fictifs et que leur culture soit une culture, une sorte de vague Mitteleuropa qui mélange un peu tous les registres. Ça fait partie des questions que je souhaitais vous poser. Jérôme vient de nous parler de son annuaire de luxe avec Balzac. Vous avez utilisé les noms de vos personnages qui sont quand même... Là, je m'amuse, moi. Moi, je fais des listes. Je fais des listes. Donc, je fais des listes de noms et de prénoms. J'aime beaucoup écouter les langues étrangères et les prénoms assez improbables, notamment souvent les prénoms qu'on n'arrive pas à identifier dans les genres, masculin, féminin, et tous les prénoms évidemment de langues étrangères. Et souvent je joue sur ces prénoms-là, soit je les garde tels quels, soit je les modifie en rajoutant une voyelle, en ajoutant une consonne, enfin bon voilà. Pareil pour les assonances et les allitérations et les sonorités des noms de famille. Mais à chaque fois en restant dans cette idée de... Évidemment, je vais pas vraiment aller chercher des noms africains ou asiatiques ou sud-américains. Je vais quand même rester dans cette circonférence européenne ou pan-européenne. Voilà. D'accord. Donc en fait, la grosse différence entre vous deux, si j'ai bien compris, c'est que vous, Jérôme, vous considérez que vous faites de la politique fiction et vous, non. Alors, en fait, là où Jérôme a raison dans ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que c'est assez terrible d'avoir raison dans la fiction. C'est-à-dire que quand le roman est né, il y a eu des premiers lecteurs, il y a eu des péripéties éditoriales, il n'est pas paru, enfin bref. Mais ces premiers lecteurs dans les années 2006-2007, les retours qu'ils me donnaient, c'était de toute façon une guerre de position en Europe au XXe siècle, c'est impossible. Ça ne se reproduira plus jamais. Et puis en 2014, on a le Donbass. Et aujourd'hui, on a l'Ukraine. Donc malheureusement, l'impossible se produit. Donc quand Jérôme dit que lui, il a dû faire avec le Covid parce qu'il n'avait pas le choix, il fallait qu'il le réintègre, il y avait quand même la canicule, des feux de forêt, etc. Enfin, toutes choses qui sont aussi un développement qui malheureusement nous pend au nez et se produit. Oui, sur l'étiquette, je défie quand même, parce que politique fiction, ça peut renvoyer aussi à des livres de circonstances qui vont dire, tiens, et si, voilà, quelque chose qui est presque de l'ordre du document fictif, et qui annule, qui devient faux 2 ans après, je veux dire qu'il n'y a plus aucun intérêt. L'idée quand même quand on fait je pense que ça va aller quand même. L'idée quand on fait un roman, c'est quand même que ça dure un petit peu. Donc c'est quand même que ça dure un petit peu. Et, alors, universel, je sais pas, mais par exemple, quand j'ai écrit Le Bloc en 2011, finalement, il vient 11 ans après d'être traduit en espagnol. C'est donc que finalement, on estime que le schéma décrit, c'est pas seulement pour nous, lecteurs français, ah bah tiens, je reconnais Le Pen, ou je reconnais telle personne, etc. C'est plutôt de décrire une situation qui est de l'ordre de l'archétype ou du type, voilà, de ça, voilà, qu'est-ce qui se passe. Et pareil, là, c'était une élection présidentielle. Il se trouve que, les lecteurs que nous sommes là, sur ce livre, on va dire, oui, ça, c'est à la période
2017-2022 retransposé, alors surtout 2022 et ce qui suit. Alors, pour moi, c'est l'idée quand même, le projet, il est quand même qu'on décèle à travers quelque chose où on peut s'amuser. D'ailleurs, c'était d'une certaine manière la même chose chez Balzac, quand on fait Balzac aussi, d'une certaine manière, aurait fait de la petite fiction, sauf qu'aujourd'hui, on se moque absolument de savoir, dans Splendeur et misère des courtisanes, si Vautrin, qui est pour moi l'archétype du personnage de roman noir, c'est-à-dire commence comme un tolard et un forçat en rupture de banc, et termine chef de la police une vingtaine d'années plus tard, c'est l'exemple même du personnage de roman noir pour moi, qui, tant mieux si on sait que c'est inspiré de Vidocq, qui est un personnage ayant réellement existé, mais c'est plus très important. Ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi cette société où finalement un truand, un assassin, un type quand même au début enfin, quand il apparaît dans ses débuts dans la comédie humaine, c'est quand même pas un perdreau de l'année, et finit quand même chef de la police sous Louis-Philippe. Avec voilà, et donc avec un personnage qui fait penser à Fouché, je sais plus comment il s'appelle dans la comédie humaine, et c'est Rastignac qui est Premier ministre. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est savoir c'est quoi cette société-là, finalement. De même que, je sais pas, par exemple, je pense à un autre roman de Balzac qui me fait souvent penser au roman d'Elroy sur son quator, c'est Splendeur et misère des courtisanes. Finalement, là aussi, Balzac est dans un archétype que, par exemple, Elroy reprend, pas parce qu'il a lu Balzac, mais parce que c'est ça aussi le roman noir, c'est la façon dont les milieux dans une société peuvent s'interpénétrer. Comment ça se fait que, finalement, la haute finance peut se retrouver en collusion avec le monde de la politique, une partie du monde de la politique, avec une partie de la police, avec une partie de ce qu'on n'appelait pas encore les médias, mais qui était en gros la presse, les influenceurs. Et ça, finalement, j'allais dire, je ne sais pas si c'est universel, mais en tout cas dans un cadre occidental, tu disais pour ton roman, c'est quelque chose qui a tendance à se répéter. Et donc, l'idée, et politique fiction, c'est que c'est un petit peu trop réducteur. Pour moi, ce que j'ai voulu faire simplement, c'est un roman qui réfléchit à comment meurt une démocratie, par exemple, enfin, qui permet à travers des aventures comment meurt une démocratie. Et ça, c'est pas comment pourrait mourir une démocratie. J'allais dire, la question, hélas, s'est déjà posée, se pose et probablement se posera, parce qu'une des obsessions du roman aussi, j'ai une calicule, c'est est-ce que déjà une constitution un peu autoritaire, comme la nôtre, enfin, où on voit à quel point elle peut être interprétée ces temps-ci de manière complètement autoritaire, avec les articles, on ne sait même pas que ça existait, oui, vous pouvez faire un référendum, mais à condition de faire 9 fois le tour de l'Assemblée nationale à cloche-pied, et un jour férié, donc là vous pourrez, bon, on voit très bien que ça peut glisser comme ça vers quelque chose de complètement autoritaire. La question que pose le roman aussi, c'est dans le cycle que j'essaye de faire comme ça, c'est est-ce qu'on va avoir, et j'ai pas de réponse, hein, parce que je suis pas là pour avoir des réponses, c'est est-ce qu'on a les mots, est-ce qu'on va encore pouvoir gérer démocratiquement, par exemple, je sais pas, quelque chose comme la transition écologique, comme est-ce qu'on va avoir d'autres solutions. Il n'y a même plus besoin de l'extrême droite pour avoir des méthodes d'extrême droite quand on gouverne tout ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, et c'est à ce titre-là, dans ce roman d'ailleurs, c'est pas le bloc qui gagne. C'est autre chose. C'est-à-dire que c'est pas justement l'extrême droite qui gagne. C'est au sens où on l'entendait dans mes précédents romans, ou au sens où on l'entend. C'est encore autre chose, parce que justement, est-ce qu'il est possible démocratiquement de faire front face à des crises sanitaires? Encore une fois, je répète, c'est pour la bonne cause, mais si avec le recul, on regarde ce qu'on a accepté comme restriction des libertés individuelles pendant la période pendant 2020-2021, je dis encore une fois, soyons bien clairs, c'est pour la bonne cause. Je pense qu'il n'y avait certainement pas autre chose à faire pour que les hôpitaux soient pas submergés. Mais ça pose quand même un problème de se demander, voilà, comment on fait si vraiment la sécheresse c'est 6 mois et que le lot se rationne. Qu'est-ce qu'on fait si voilà, toute une série de choses, est-ce que c'est gérable démocratiquement? On peut se poser la question. Et c'est avec le roman, là, il est là à travers des personnages, parce qu'il faut quand même que ce soit un roman et que ce soit incarné, mais c'est pour ça que c'est pas simplement, j'allais dire, de l'ordre du document fictif sur ce qu'aurait pu être la présidentielle. C'est d'autant plus vrai quand ça se passe à un moment où un événement est catalyseur de tout ça. Donc là, que ce soit la pandémie ou que ce soit une problématique écologique,
une guerre, c'est à ces moments-là que ça peut vriller beaucoup plus facilement. Voilà, c'est-à-dire que c'est... oui, même, oui, ou même un mouvement social important, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit effectivement que, moi je sais pas, il y a des choses qui se passent actuellement en Europe occidentale au sein même de l'Union européenne, qu'on accepte, qui sont assez surprenantes quand même. Je pense à la Hongrie ou à la Pologne. Encore une fois, bon, l'Italie, je ne parle même pas de l'Italie, mais c'est finalement mais la Hongrie ou la Pologne, c'est très révélateur parce que voilà, ça y est, c'est rentré c'est normal au sein de l'Union européenne qui, au moins en théorie, devait garantir finalement un espace de liberté individuelle, de droits des femmes, etc. On s'aperçoit que business is business, les Hongrois n'ont pas trop de déficit, on va pas non plus se brouiller. Voilà, les Grecs c'était pas pareil, voilà. Mais là, on s'aperçoit à quel point effectivement, je suis assez surpris de la façon dont finalement il y a des gestions de plus en plus autoritaires de la société. Alors, il y a une grosse différence donc, entre nos deux livres. C'est que là nous sommes face à des personnages qui sont des personnages certes fictifs, mais auxquels on peut s'identifier, connaître, voilà, dans le passé ou dans le présent. Avec Lionel, c'est un petit peu différent. Vous ne m'entendez pas du tout? Je sais pas, il est pourtant... Un, deux. Oula, il faut parler complètement. Faut être la bouche sur le micro. Si. La bouche sur le micro. Oui. C'est bon, d'accord. C'est vraiment Bon, beaucoup allons-y, plus c'est pas très hygiénique cette affaire, mais bon. Donc, je disais, on a chez Jérôme des personnages qu'on peut vraiment reconnaître, ou tout au moins s'imaginer reconnaître, identifier, transposer. Chez vous, Lionel, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue. J'ai répondu à une question qui était un peu en biaisant de notre manière, mais par exemple, moi j'ai un fonctionnement avec la littérature étrangère. Quand je lis un ouvrage de littérature étrangère, les noms sont forcément étrangers, les lieux sont étrangers, les places emblématiques, je ne les connais pas. Alors, certaines personnes vont aller chercher dans tel ou tel roman une forme d'exotisme là-dedans, en allant rechercher ce qui est justement tellement typique de telle culture ou tel pays ou autre. Mais dans tous les cas de figure, ça ne m'empêche pas du tout de m'identifier, de m'immerger dans le roman, de suivre un personnage et d'être complètement pris par ce qui se produit. Donc la question de l'identification avec une forme de véracité, c'est-à-dire de rapport au réel absolu, j'y crois pas du tout. Auquel cas, on lirait pas gamin des romans d'aventure foisonnants qui sont à 10 000 lieues de la moindre expérience qu'on peut avoir quand on a 10 ans, 12 ans, j'en sais rien, quoi. On serait pas capable de plonger dans Jules Verne et d'y croire, alors que, bon, fondamentalement, naviguer sous les mers, c'est pas forcément évident quand on est... Tout à fait, alors c'était pas exactement, je me suis mal exprimé. Et le capitaine Nemo, excusez-moi, mais bon, aller trouver une référence, une véracité... Non, ce qui n'empêche pas l'identification. Bien sûr. En fait, on est complètement d'accord. Simplement, c'est vrai que chez Jérôme, on a tendance, quand on lit ses romans, à se dire, tel personnage, tiens, il me fait penser à machin, tel homme ou telle femme politique, etc. Parce qu'on cherche le fil politique. Chez vous, Lionel, c'est un petit peu différent. On s'identifie au personnage, on y croit, mais c'est pas de la même façon. C'est-à-dire qu'on a un peu peur pour eux, on est perdu comme eux. Ah mais moi j'ai peur pour les personnages de Jérôme aussi. Je vous rassure, heureusement que le capitaine est là de temps en temps, parce que sans lui, ça serait compliqué. Enfin, il parlera des personnages pour expliquer peut-être qui est le capitaine. Mais donc, ça m'empêche pas d'avoir peur pour les personnages de Jérôme, même si ils peuvent être plus proches d'un réel qu'on connaît ou qu'on maîtrise. Je reste convaincu qu'à partir du moment où on développe une histoire, et le roman c'est quand même, pour moi en tout cas, peut-être pas pour d'autres, mais
c'est d'abord une histoire. Enfin, on vous raconte d'abord une histoire. Cette histoire, elle va drainer des tas de choses, des affects, des pensées, des réflexions politiques, tout ce que vous voudrez. Mais d'abord, il faut qu'on vous entraîne dans l'histoire. Et là, qu'on ait cette capacité ou pas à aller faire un aller-retour avec notre réel, notre quotidien, notre ressenti, etc., ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut être d'abord pris par le livre. Or, la vraie problématique des romans comme ceux de Jérôme, qui pour moi sont ratés, parce que ça existe, c'est les romans à message. C'est ceux qui font passer le message avant le roman. Où il faut absolument que le discours politique qui est derrière soit compris par tout le monde et que tout le monde identifie bien de quoi on parle là, maintenant. Sauf que s'il n'y a pas un personnage pour le porter, s'il n'y a pas une narration, s'il n'y a pas quelque chose qui vous emporte, bah, le message au final il finit par tomber à l'eau. Enfin, je pense que... Tout à fait. Et, une question que je me suis posée aussi en lisant votre livre, c'est est-ce qu'en induisant le lecteur dans cette espèce de monde imaginaire, dans un temps imaginaire, avec des mondes de personnages tout à fait étonnants, est-ce que vous pensez que cette façon de perdre les gens, en fait, est aussi un moyen de libérer le lecteur De la réalité. Alors, pas de la réalité, non, mais d'un certain nombre de contraintes. c'est très difficile parce que je parle sous le couvert de quelqu'un qui fait aussi de la littérature de l'imaginaire et de la, entre guillemets, anticipation de science-fiction. Donc ça pose la question de la science-fiction, entre autres. Si je puis me permettre, moi ce qui est frappant dans ton livre, et ce qui fait que justement c'est réussi, et c'est en fait, et c'est ce qu'il faut absolument chercher, c'est la cohérence interne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tricher avec le lecteur. Ok, on est dans une époque insituable, on est dans une guerre où tantôt on se bat dans les tranchées, tantôt arrivent les hélicoptères, où l'administration donne l'impression que l'informatique n'existe pas et puis après ça change, etc. Donc, mais tout ça est cohérent d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas de la science-fiction, mais par exemple, c'est très bien un livre qui pourrait très bien concourir pour le Grand Prix de l'imaginaire, dans la mesure où il a la capacité à créer de toutes pièces. Et quand je dis toutes pièces, c'est pas à partir de n'importe quoi, mais il y a des périodes, on peut penser effectivement à toute une culture de la mythologie européenne, on peut penser à Kafka, à certains moments dans le fonctionnement de l'administration, on peut voir penser même à un système légèrement orwellien, donc il y a toute une... c'est nourri de plein de choses, ceci étant dit, ça nous crée un univers totalement, à la fois totalement fictif, mais qui renvoie en permanence à une forme de réalisme liée à sa cohérence. C'est assez difficile à faire. Ce qui compte, c'est la cohérence interne. Vous pouvez raconter à peu près n'importe quoi à votre lecteur. Le principal, c'est qu'il y croit. C'est-à-dire que vous faites une faute. Je vais prendre un exemple qui vient du polar, qui était Ed McBain, que peut-être certains d'entre vous ont lu, la saga du 87e commissariat. Bon, au départ, il avait fait les 2 premières enquêtes à New York. Et on est venu l'embêter en lui disant oui mais la police elle procède pas tout à fait comme ça. Ok, elle procède pas tout à fait comme ça, bah d'abord c'est plus New York, ça s'appelle Isola, donc la ville s'appelle Isola, et donc à partir de ce moment-là il invente sa propre procédure policière dans laquelle il ne bouge pas, et à partir de ce moment-là tout le monde donne ça comme un exemple de documentaire quasiment de la police new-yorkaise. Alors ça n'a jamais marché comme ça, comme quoi on s'en moque absolument. Le principal est que le lecteur y croit. J'ai toujours adoré, moi en français, l'ambiguïté de l'expression raconter des histoires. C'est-à-dire qu'il veut aussi dire mentir. Donc, mentez, mais mentez bien. Et donc, en l'occurrence, moi aussi, je mens. Et la deuxième chose très importante sur laquelle je voudrais intervenir aussi, c'est que j'ai repris récemment un modérateur qui disait « vous dénoncez » je dis quoi, les violences politiques ou les manipulations policières. Non, moi je dénonce rien du tout. Éventuellement je peux le faire avec vous en tant que conversation autour du etc. Je ne dénonce rien du tout. Je montre, je fais rien de plus. C'est-à-dire que le message est une catastrophe dans le roman. C'est-à-dire que c'est les impasses de la littérature engagée qui a ce côté, à moins d'être très très fort, mais sinon ça vire vite au catéchisme, qu'il soit rouge, qu'il soit libéral, qu'il soit ce que vous voulez, ça vire vite au catéchisme et ça se sent, et c'est rien de pire que l'impression que quelqu'un vous dit regardez comme celui-là il est méchant, regardez comme ça faudrait pas le faire. Voilà, il est à mon avis bon d'être une espèce
de narrateurs, j'en fais intervenir un là, qui éventuellement, effectivement, vous expose, vous montre. En fait, je pense que simplement, il s'agit de montrer, surtout pas de démontrer. C'est valable pour l'aspect narration, c'est-à-dire le narrateur omniscient, enfin, l'auteur, pas, c'est valable aussi pour les personnages, parce que les personnages vivent et agissent, ils ne sont pas là pour porter un discours. Voilà, ils ne portent pas un discours. C'est juste que leurs actes et leur vie démontrent forcément quelque chose qui reste interprétable par tout le monde. Et chacun aura son interprétation sur la vie de tel ou tel personnage. Et d'ailleurs, dans les deux, ça semble évident de le dire, mais le refus du manichéisme, c'est-à-dire que moi, le roman noir, je vous parlais de Vautrin, mais c'est aussi un roman de l'inquiétude, c'est un roman qui dit comment se fait-il que ce personnage qui est capable des pires manipulations, des pires horreurs, se révèle un grand-père charmant, un mari intentionné. Comment se fait-il que ce personnage plutôt positif, je ne peux pas vous raconter le roman, mais est quand même quelques cadavres dans le placard, et voilà, c'est parce que c'est à mon avis la grande force du roman noir sur un roman plus strictement policier, je simplifie, mais sur un roman strictement policier, qui serait un roman où pour aller vite, le roman policier c'est quand même une littérature du retour à l'ordre. C'est-à-dire que voilà, le monde va bien, il y a quelqu'un qui commet un méfait, des forces agissantes ramènent tout ça et à la fin, à nouveau, tout va bien. Comme si on avait pris un Lexomil en fait. C'est-à-dire que on est rassuré, on a eu peur et puis on est rassuré. Le roman noir, et à ce titre-là, tu fais un roman noir aussi, le roman noir, c'est pas la grande forme au début, le monde. À la fin, ça va guère mieux, et entre deux, les gens sont débattus, des gens qui sont dans une zone grise se sont débattus avec ce qu'ils pouvaient. Donc c'est pas, voilà, c'est ce qui fait la différence fondamentale de ces deux genres qu'on met pour des raisons de commodité dans les mêmes rayons, les mêmes salons, dans les médiathèques, dans les bibliothèques, etc., mais qui n'ont pas grand-chose à voir, voire qui sont contradictoires dans leur projet. Et justement, je reviens sur le capitaine parce que c'est l'exemple type. C'est à la fois un ange gardien, oui. donc il a son aspect positif. En même temps, c'est une barbouze. Enfin, voilà, mais c'est un personnage d'ailleurs que j'avais utilisé dans un roman qui s'appelle L'Ange Gardien. Voilà, et qui, oui, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. Sinon, ça n'a pas la complexité de l'âme humaine. Voilà. Alors, juste une toute petite question comme ça au passage. Est-ce que c'est pas typiquement cette espèce de distinguo assez clair entre roman noir et polar? On vient d'en parler là à l'instant. Parce que c'est vrai que dans les milieux anglo-saxons, c'est beaucoup moins clair que ça. Et il y a même un certain nombre d'ouvrages qui sont des enquêtes policières pures et dures qu'on nomme des thrillers en anglais. Donc la notion de genre il est beaucoup plus flou en fait. Oui, est-ce qu'on n'est pas un peu maniaque sans rentrer dans les questions byzantines, je pense pas que ce soit une question d'étiquetage, je pense que c'est une histoire de projet au départ. Je peux utiliser des méthodes d'enquête, j'ai une enquête certes littéraire à partager, mais j'ai quelque chose qui est du mécanisme de l'enquête dans le roman. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, c'est la réalité est plus complexe, c'est simplement les intentions de l'auteur au départ, qu'est-ce qu'il veut écrire, qu'est-ce qu'il veut, voilà. Et puis peut-être sa vision du monde. Moi j'ai tendance à penser que c'est compliqué de trouver des coupables, voilà. Que j'ai du mal avec l'idée de la monstruosité. Enfin, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans et qui fait que dans les romans, justement, j'ai envie d'explorer ça aussi. À savoir que nous ne sommes pas tous d'une pièce. Bien sûr que ça serait mieux que l'un plutôt que l'autre gagne dans la compète là. Mais ceci étant dit, c'est pas... Voilà, j'ai du mal avec l'idée j'ai du mal tout simplement avec le manichéisme que je trouve parfois présent et chez les Américains, pour en revenir à l'exemple même du roman noir américain, si vraiment on veut quelque chose qui est presque le produit chimiquement pur, c'est-à-dire le premier à qui on donne le nom, c'est Moisson rouge de Dashiell Hammett, qui paraît comme par hasard en 29, la crise de 29, et qui raconte quand même, ce qui est tout à fait nouveau, la collusion des milieux d'affaires, des milieux patronaux, de la police et des truands pour casser une grève. Ça c'était tout à fait nouveau. De même que par exemple, on peut dire aussi que en France vous aviez des romans
ceux de Gaboriau au XIXe siècle, qui étaient peut-être des romans policiers, qui étaient des romans autour de l'ordre, et puis des romans d'autres auteurs, par exemple Eugène Sue, qui font rentrer, eux, qui sont bien malins, dis-moi, qui font rentrer, par exemple, ce qu'on appelle les classes dangereuses, dans le roman. Et ça, il ne s'agit pas d'étiqueter, enfin, c'est a posteriori, on peut toujours essayer, etc. Mais au départ, je pense tout simplement que c'est, même que le thriller, par exemple, j'ai tendance à penser que c'est pas un genre en soi, sauf pour décrire en ce moment des trucs particulièrement sanguinolents, etc. C'est plutôt une méthode d'écriture, c'est-à-dire que c'est plutôt une façon d'écrire qui fait que moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans le thriller, si on me dit que c'est un thriller, ça me dérange pas dans la mesure où j'essaye d'avoir la méthode d'écriture de thriller qui fait que vous tourniez la page. C'est quand même mon but, que vous tourniez la page. Donc je ne crois pas que ce soit spécifiquement français. Ce qui est plus en français, c'est peut-être la discussion byzantine a posteriori. Et puis d'ailleurs, il y a des auteurs qui font très bien les deux, qui font voilà. Et puis il y a des gens, ce qui est le grand plaisir de la littérature de genre, c'est que justement, c'est sa capacité à l'hybridation. Quand on voit Vivonne, bah voilà, enfin, Vivonne, mais même quand on voit le tien, c'est-à-dire la capacité à l'hybridation. Oui, dans Vivonne, qui est un roman qui a eu le Grand Prix d'Imaginaire, pourquoi tu n'étais pas là l'année dernière d'ailleurs, mais c'est un roman qui effectivement s'amuse enfin s'amuse, enfin, en tout cas, à travers différents types d'écriture, je convoque différents genres, du roman d'amour au roman de guerre, en passant par effectivement l'enquête policière, tout ça sur fond d'effondrement. Donc je pense que c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est aussi l'hybridation. Après, sur la question du genre, c'est une problématique qu'on retrouve un peu partout. On le retrouve dans la littérature d'imaginaire, où beaucoup essayent de segmenter ou d'ultra-segmenter ces littératures-là avec des sous-genres, des sous-sous-sous-sous-genres. Enfin, on n'en finit plus d'avoir des sous-genres. Dans le polar, on est un peu tombé dans ce travers-là, mais pas tant, j'ai pas tant l'impression que ce soit du fait des écrivains que du fait du système, c'est-à-dire de la librairie, de la bibliothèque, de tous ceux qui classent, en fin de compte, qui font des classements, qui font des tables, qui font des étagères, et qui ont besoin de mettre des livres dans des endroits, pour un public, X ou Y. Et au bout d'un moment, si on ne rentre pas dans les cases, on devient hybride, ce qui devient compliqué. Mais pour moi, il y a presque autant de romans noirs dans une bonne partie de la production de la littérature dite blanche que dans le polar. Alors avant de passer la parole aux personnes qui auraient envie de poser des questions, je voudrais remercier Pierre Fourniot, qui est le responsable de ce livre, de la manufacture de livres. Responsable. Qui est je suis aussi. Voilà. Donc je voulais le remercier d'être là et puis d'avoir publié ce livre. À vous, vous avez des questions? Quelqu'un? Parler vraiment le micro à la bouche. Alors, moi j'ai une question, c'est pour Jérôme Destrebo. Lionel. Non, Jérôme, c'est faut choisir le roi. Allez, faut choisir l'un. Alors, pour Lionel. Mais on peut inventer un nouveau auteur avec un autre double. En fait, j'ai pas lu l'hybridation. L'hybridation, c'est ça. Alors, c'était pour Lionel, parce que ce bouquin, je l'ai lu parce que je suis au comité lecture. Et donc, alors d'abord, je voulais vous dire que j'avais été quand même très déstabilisée au début, parce que effectivement, on ne sait pas dans quel pays ça se passe, etc. Et que géographiquement, alors moi, à un moment donné, j'ai réglé le problème. J'ai dit ça se passe aux États-Unis. Comme ça, je ne sais pas, les noms, peut-être bon. Mais heureusement qu'il y avait le capitaine qui dirige, j'avais besoin de faire des marches arrière, marches avant, de repérer les noms quand même. Mais ce qui m'a intriguée, c'est surtout la connaissance de l'armée. Enfin, je ne sais pas, vous connaissez très bien ce milieu, je pense. Et, enfin, connaissance, en tout cas, mais c'est surtout ces morts anonymes dont l'identité est recherchée et qui pourraient être adoptés entre guillemets par des familles qui recherchent eux-mêmes leurs propres défunts. Et ça, c'est un fait historique, pour le coup. C'est un fait historique qui ne s'est pas produit que en 14-18. Ça s'est produit en 14-18, mais ça s'est produit aussi dans beaucoup d'autres conflits. Voilà, c'est une sorte de retour de Martin Guerre à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, à la fin d'un certain nombre de conflits, il y a très souvent des soldats qui sont tellement traumatisés qu'ils ne se rappellent plus qui ils sont. Ils ont perdu la boule complètement.
Il y a évidemment des comateux et il y a des blessés qui ne veulent pas repartir chez eux parce qu'ils ont la gueule cassée, parce qu'ils ont perdu des membres, parce que plein de choses. Et de l'autre côté de la barrière, et là ça a été vraiment, pour le coup, très valable en 18, un peu moins dans les années dans les autres conflits, mais ça a été valable quand même, parce qu'il y a eu d'autres exemples. On a des familles qui, à l'inverse, sont tellement traumatisées d'avoir perdu tous les hommes de la famille qu'elles ont besoin de bras, en particulier dans les familles d'agriculteurs, ce qui était très fréquent, au point qu'ils étaient réclamés des hommes comme étant de leur famille, ce qui était faux. Tout le monde le savait. Toute la famille savait que c'était faux. Et le soldat en question qui éventuellement partait chez eux savait aussi que c'était faux. Mais tout le monde jouait le jeu. On arrivait à des situations complètement aberrantes où les 3 ou 4 femmes dans un corps de ferme se retrouvaient toutes seules et ne pouvaient pas travailler la terre et avaient absolument besoin de récupérer un homme valide, même si le mec il avait perdu la boule. Donc ce sont des situations qui se sont produites. En France et à l'étranger. En France et à l'étranger. Est-ce qu'on a une dernière question pour Marc par exemple Histoire d'être équitable. Tu te mets le micro vraiment contre ta bouche, plus près. Plus près de ma bouche, c'est là. Alors, je n'ai pas encore lu le roman de Serge Jérôme. Et vous avez lu Jérôme Leroy. Non, Il est allumé, ce micro. je n'ai pas encore lu, mais ça va pas tarder. En revanche, j'ai lu Gueule d'ombre et ce que j'ai apprécié au début, j'avais un petit peu de mal, j'étais un peu perdue. C'est pas tellement les noms, moi je me suis beaucoup amusée avec vos patronymes, mais c'est la composition du livre. Vous faites appel à plusieurs styles d'écriture et après, assez vite, je suis entrée dans votre système et dans votre monde, justement. Vous avez parlé de la cohérence. Et voilà, donc ma question était, ce livre a mis 20 ans à éclore finalement. Est-ce que cette structure sophistiquée a profité de toutes ces années? Alors pas du tout. Pas du tout, en fait, la structure du livre, elle était quasiment définitive à la 6e ou 7e version. En général, je parle sous le couvert de mon éditeur, mais j'ai beaucoup de versions et je ne lui envoie qu'une version 6 ou 7. Je réécris le livre éternellement. C'est un peu comme si on repassait un vêtement, mais plusieurs fois. Voilà, parce que tant qu'il y a des plis, il faut que le vêtement soit le plus plat possible. Bref. Mais vers 2006-2007 ou plus tard, la version était définitive, elle n'a plus bougé ensuite. J'avais trois lignes à travailler. J'avais une enquête qui partait d'un point A et qui devait aller à un point B, donc qui avançait. J'avais une histoire que je prenais à l'envers, c'est-à-dire que je prenais l'histoire de Comateux, qui donc était au point B, et lui il fallait qu'on remonte au point A pour comprendre pourquoi il en était arrivé là. Et j'avais entre tout ça les différentes voix qui étaient des voix de mort, donc des fantômes qui parlent en fait, qui racontent plus ou moins un petit fragment de leur vie avant leur disparition. Et donc pour pouvoir travailler là-dessus, il fallait que je trouve une structure narrative qui me permette de fonctionner comme des ellipses qui tournent à longueur de temps, un peu comme un Ouroboros qui se mord la queue. Alors à la fin, il faut quand même terminer, donc il faut quand même trouver un moyen pour retomber sur ses pieds et finir par clore la chose, sinon ça peut durer éternellement. Mais ça, j'avais créé la structure assez rapidement dans mon esprit. D'où ça vient, j'en sais strictement rien, sans doute de mes lectures de romans de montage, de Dos Passos, de plein de choses qui m'ont poussé à faire ces compositions un peu sophistiquées. Mais surtout, j'avais trop de voix différentes à mêler ensemble sans qu'il y ait une construction qui arrive à les réunir et leur donner une cohérence au final. Même si au début, c'est pas forcément évident pour le lecteur de se mêler à plusieurs voix successives, à comprendre que ça va revenir comme une vague et qu'il faut continuer pour que ça avance. Ouais. Dans le privé, parce que je vois que derrière, on
bon signe. Désespéré. Désespéré. On va le laisser.